Salut les potes et bienvenue sur la chaîne de Zouzman. Aujourd'hui, grande journée, nous allons passer en revue la Director's Cut de Zack Snyder sur Justice League. Et pour ce faire, comme il y a beaucoup de choses à dire, je ne suis pas tout seul puisque j'ai invité mes amis de chez Bro & Geek, à savoir Nono et Jérém. Salut Nono. Salut les potes. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Voilà, alors cette critique, cette petite review va se dérouler en plusieurs parties. Nous allons tout d'abord vous donner nos avis sur le film, un avis brut sans spoil. Et une fois que ça sera fait, nous vous parlerons des petites différences, même des très grosses différences que l'on a pu constater avec la version de Joss Whedon. Donc je donne la parole tout de suite à Arnaud. Arnaud, quel est donc ton avis sur la Snyder Cut de Justice League? Nous commençons donc la review de cet incroyable film avec Nono qui va nous donner tout de suite son avis. Nono, c'est à toi. Moi, globalement, j'ai vraiment kiffé. Par rapport à la version de Whedon, il n'y a rien à dire. C'était tellement mieux. Plus d'épicness, plus de profondeur au niveau des personnages, et puis des vrais enjeux. Donc voilà, une super musique. Contrairement à celle de la version de Whedon. Non, pour moi, c'est un bon 5 sur 6. Quoi. Jérémy, à toi, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette Justice League? Alors, Justice League Snyder Cut, j'ai vraiment apprécié ce film. Déjà que la version de Whedon, je l'ai bien aimé, mais je l'ai bien aimé. J'ai apprécié le film, je vais pas dire que c'était de la merde non plus, mais j'ai bien aimé le film dans la mesure où il m'avait intéressé, mais je sentais qu'il manquait des choses qui étaient propres à Zack Snyder, parce que j'aime beaucoup son cinéma, donc je sentais qu'au fur et à mesure, le film qu'on regardait, que j'ai regardé quand il est sorti du télé, c'était pas celui-ci. Et là, quand ce film est arrivé, ce film de 4 heures est arrivé, j'ai vu que, quasiment, j'avais bien raison. Le film qu'on avait vu en 2017, je crois, si je m'en souviens bas, c'était pas du tout le film de Zack Snyder. Et celui-ci, ça m'a permis non seulement de plus l'apprécier, de plus voir qu'il y avait des grosses différences et des grosses choses qui ont été cutées pendant le montage du premier. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que non seulement c'est concis, et c'est vraiment, t'as des scènes que j'aime beaucoup, t'as les personnages qui sont beaucoup mieux développés, et non, franchement, il rend meilleur, et non, comme Nono, j'ai vraiment apprécié que ce soit les musiques, les scènes d'action, que ce soit le moment où on présente les personnages, ou cette aura de vraiment d'icône qui est vraiment mis en avant dans le film, que j'ai vraiment apprécié, donc j'ai passé un super moment. Ok. Eh bien moi de mon côté j'ai vraiment apprécié le film par rapport à la version de Whedon que j'avais pas du tout aimé, j'étais pas loin d'avoir détesté, j'ai eu du mal à le finir. Là les 4 heures sont passées comme une lettre à la poste, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Effectivement je rejoins vos avis, c'est beaucoup mieux construit, et bien que ce soit plus long, ça reste quand même assez fluide et assez digeste. Même si au niveau de la construction, on y reviendra après, j'ai trouvé que des fois le rythme il était un peu bizarre. Au niveau des personnages, bah oui, il y a pas photo. On peut dire que tout le monde a de l'importance, tout le monde a son moment important. Notamment certains personnages en particulier prennent une consistance qui change tout au film, mais vraiment tout au film. Ensuite, on a vraiment, comme tu disais, Nono, des enjeux qui sont redéfinis et qui prennent une importance vraiment énorme dans le déroulement du film. Mais malgré tout, il y a encore quand même certaines choses qui m'ont dérangé. Tout n'est pas parfait. Je trouve que même s'il y a eu des changements dans les effets spéciaux, il y a des designs. Moi qui suis vraiment amateur du comics et des personnages tels que Darkseid par exemple, et d'autres ennemis de la Justice League, et même certains personnages de la Justice League, je ne suis pas encore totalement convaincu. Voilà. Mais dans l'absolu, le film, il est beaucoup mieux. Moi c'est pareil, je lui mets quand même un bon 5 sur 6, malgré les petits défauts qui ne sont pas rédhibitoires, franchement. C'est vraiment parce que je suis tatillon, mais il y a vraiment pas de souci majeur. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, foncez. Voilà, parce que c'est 4 heures. Oh, super. Hop là.
Euh, Merci Zoom pour ce cadeau, ça me touche. Euh, Donc, comme je disais avant d'être interrompu par Zoom, voilà, c'est foncé, c'est 4 heures que vous ne regretterez pas, on ne vole pas votre temps. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a eu droit à une Snyder Cut, et qu'est-ce qui a fait qu'on a surtout eu la Whedon's Cut, malheureusement? Eh bien, il faut se rappeler qu'à l'origine, hein, en 2017, voire même 2016, hein, en plein tournage du film, en plein montage du film même, je crois, il y a eu des événements dramatiques au sein de la famille Snyder, hein, ceux que vous connaissez, hein, donc le suicide de sa fille, hein, qui fait qu'il a dû se retirer du projet. Voilà. Et c'est donc pour ça que la Warner, hein, a choisi de prendre au pied levé Joss Whedon pour remonter et refaire une bonne partie du film afin de diffuser un film qui, à leurs yeux, serait peut-être plus facilement distribuable. Mais il n'y a pas que ça. Puisque, a priori, hein, il s'est passé quelque chose avec la fanbase, hein. Nono, tu vas nous en parler. Effectivement. Donc il faut savoir que à travers les réseaux sociaux, en fait, on a vu émerger, notamment sur Twitter, un hashtag Release the Snyder Cut qui a pris de plus en plus d'ampleur et qui, du coup, à force de bâcher, Warner a écouté, s'est rapproché de Snyder et effectivement lui a permis de sortir cette fameuse Snyder Cut. Okay, qui, je le rappelle, hein, était censé sortir pendant un moment sous forme de série. C'est ça. Épisodique. Ils avaient prévu justement de le passer donc via HBO Max, que ce soit donc soit en 4 épisodes d'1 heure, soit effectivement en un seul bloc de 4 heures. Et c'est important pour la suite de la critique du film de savoir que effectivement il comptait le diffuser sous forme de série. Je vais laisser la parole à Jérémy puisque lui il a des choses à nous dire aussi. Vas-y Jérémy, on t'écoute. Bah après moi c'est pour revenir certes avant, enfin le hashtag Release the Snyder Cut. Juste avant en fait il y a eu ce changement en fait tout simplement, c'est que de base il y avait une version que Zack Snyder avait proposée de 4 heures que eux trouvaient trop pas assez on va dire entertainment entre guillemets si je puis dire, parce que ils avaient le comparaison, c'est que comme dans les comics en général, il y a 2 grosses maisons d'édition qui s'opposent, vous savez, Marvel et DC. Et ce que faisait Marvel actuellement, c'était beaucoup plus on va dire bankable étant donné qu'il gagnait plus d'argent. Et tous les films de Snyder, parce qu'il faut savoir que Snyder lui il avait entre les mains le fait de lancer cette DCU, à l'époque on l'appelait ça avant que ça devienne DC Extended Universe, mais avant que ça, c'était Zack Snyder qui avait cette charge en fait de lancer le DCU. Et tous les films qu'il avait sortis restaient quand même, c'était pas des films qui mettaient d'accord tout le monde. C'était des films, certes pour ma part par exemple, des très bons films, mais qui divisaient tout le monde. Il y en a qui aimaient, il y en a qui ne aimaient pas. Donc ça allait vraiment dans les gros extrêmes. Et eux, ce qu'ils recherchaient, ce n'est pas que ça divise, mais que tout le monde était d'accord comme les films Marvel. Donc c'est pour ça que ils ont pris le prétexte, malheureusement c'est triste à dire, mais ils ont pris le prétexte que la fille de Snyder est partie tout simplement, s'est suicidée, pour permettre de faire quelque chose que eux de base voulaient faire à un moment, c'est-à-dire reculer Snyder du projet et de faire quelque chose qui se rapproche le plus de Marvel. Et comment on fait quelque chose qui se rapproche le plus de Marvel? On engage celui qui a permis, on va dire entre guillemets, un des gros succès de Marvel avec Avengers. Donc c'est pour ça qu'ils ont engagé Joss Whedon. Joss Whedon qui a décidé bien évidemment de mettre sa patte dans le film, et on a pu le voir avec le film, hein, c'est que les 2 films en soi c'est les mêmes films, mais c'est 2 choses différentes. Un film un peu plus joyeux pour toute la famille, et un autre beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus vrai, beaucoup plus réaliste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ça, c'est ce qui était dommage, hein, tout simplement, c'est que ils ont pris le choix de la facilité, alors que le film en soi est un très très bon film, quoi. Et de ce surfait, c'est pas, on va dire que Warner ne en tire aucune leçon, parce que c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Donc c'est ça qui est très dommage, quoi. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour quand même donner quelques détails là-dessus. Moi, de mon côté, ce que j'en pense, hein, c'est pas pour défendre Whedon, c'est que je rappelle que donc Whedon a été pris au pied levé. Comme tu l'as dit, ça arrange pas mal la Warner à ce moment-là, qui du coup veut changer son film et en faire donc un produit d'entertainment plus bankable en termes de revenus.
L'autre problème qui se pose, c'est que il faut savoir quand même que les films précédents de la Warner sur l'univers DC, à savoir donc Man of Steel et Batman vs Superman, par rapport à ce qui était attendu, sont de relatifs échecs malgré tout. Ils font un bon chiffre, mais ils s'attendaient quand même à beaucoup mieux. Et du coup, en interne, ils ont changé d'avis, et il y a des films qu'ils ne veulent plus faire. Voilà. Je pense à l'annulation du film sur Cyborg, à ce moment-là, à l'annulation du film sur Flash aussi, et Deathstroke, effectivement, oui, c'est vrai. Et du coup, c'est mon avis, je pense que quand Joss Whedon est arrivé, il avait les rushs de tous les films qui étaient prêts, mais seulement il s'est retrouvé avec les exécutifs de Warner qui lui ont dit, bon, écoute, Flash on le fait pas, Deathstroke on fait pas, Cyborg on fait pas, donc et en plus on va pas faire de suite, hein, donc on va éviter de trop parler de Darkseid, on va éviter de mettre trop en avant Cyborg, Flash et compagnie, donc ça tu m'en vires un maximum et t'essayes de me faire un film plus concis, et voilà. Avec ce que Exactement, ouais. Enfin, Voilà. démarre-toi avec ce que t'as, mais on a des prérogatives. C'est ça. C'est ça. Là, on passe d'un film quand même assez sérieux à un film, ils ont rajouté des choses, quoi. C'était vraiment pour Bien faire. sûr, bien sûr. C'est limite qu'il a calqué Avenger et il a fait le film, quoi. Bah, il a fait tous ses reshoots d'ailleurs, c'est des reshoots joyeux entre guillemets. Et la moustache de Superman, c'est tout. Oui, voilà. Et d'ailleurs, on va en parler, mais du coup, c'est beaucoup plus. Enfin, ça se voit moins, quoi. C'est pas choquant, alors que dans la première version, ça donnait l'impression qu'il avait un menton. Putain, ça m'a fait penser au menton que se fait greffer Jim Carrey dans le film à propos d'Irène. Ouais. Je sais plus si c'est ça le titre exact, hein, mais à un moment donné, il se fait opérer par sa deuxième personnalité. Ouais, Fou d'Irène, voilà. Et il a un menton, c'est avec la ligne comme ça, là, c'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Enfin bref. Voilà. Après, je crois que le film qu'on a, enfin le Snyder Cut, il n'y avait pas de reshoot encore. Si, il y a eu des reshoots. Non, je crois que les reshoots, ils ont été faits par Whedon. Le film de Zack Snyder était tourné. Et ils ont été tournés. Non, Snyder a re-shooté des trucs. Oui, il a re-shooté des trucs, mais avec les 70 000 euros qu'il a eu reçus. 70 millions 70 000, qu'est-ce qu'il fasse avec 70 000 70 000 Vous m'avez compris, c'est le but, c'est même pas le budget whisky. Mais non, c'est même pas le budget whisky d'Aquaman. Mais vous m'avez compris. Mais voilà, ça c'est, oui, il a re-shooté les scènes qu'on dira tout à l'heure, parce que là c'est pas le moment de parler, là, parce que là on parle de ce qu'il y a autour. Mais Zack Snyder, lui, il a sorti le film, enfin il a fait les shoots, il a montré le film, et ensuite Joss Whedon a fait des reshoots. C'est pour ça que dans le film, on n'a pas d'image de fausses barres, parce que toutes les dans l'ancien film, toutes les scènes où il y avait des fausses barres, ça c'était des reshoots de Whedon. Ok. Alors. Juste un truc pour revenir sur Whedon d'ailleurs. Autant en parler maintenant, peut-être, de l'ambiance un peu toxique justement de Whedon qui a eu aussi, qui a permis entre guillemets de mettre en avant aussi le Snyder Cut, notamment à travers Ray Fisher. C'est ça. Il n'y a pas que lui, hein. Mais il n'y a pas que lui, mais Henry Cavill, même Batfleck. Hein, ouais. Voilà. Disons que Fisher il a libéré la parole des autres. Voilà. C'est ça. Ah, c'est grâce à Fisher que les autres sont lâchés. Après, il y en a même d'autres films ou d'autres séries qui sont lâchés un peu sur lui. Hein. Oui. D'ailleurs, Whedon, une des conséquences d'ailleurs, c'est que le film, notamment Bad Girl, qui devait être fait par Whedon, avait été annulé aussi. Ouais. Ok. Mais en fait, bon, maintenant on va revenir donc au centre du sujet, donc le film. Qu'est-ce qui fait là actuellement, maintenant qu'on a vu le film, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux cuts? Qu'est-ce qui vous a sauté à la tronche tout de suite? En termes techniques, en termes de scène, en termes de narration, qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie différence, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué, avec le film de Whedon? Nono. On parle spoiler ou sans spoiler? On peut spoiler. On peut spoiler. Moi je dirais déjà l'enjeu. L'enjeu premièrement,
Là, on passe de Steppenwolf qui va déranger une pauvre famille de Roumains en Russie à un monde qui risque clairement d'être annihilé et d'être conquéri par Darkseid. Donc là, il y a de l'enjeu. Il y a vraiment de l'enjeu aussi bien pour les personnages que pour l'humanité, quoi. Mais ce qui est bien dans le... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Ce qui est vraiment bien, c'est que comment dire, les raisons de Steppenwolf sont entre guillemets expliquées. Ils sont bien expliqués, c'est ça qui est bien. C'est que le personnage, je trouve, comme je te le disais, Nono, c'est qu'il est monté d'un personnage random à un personnage vraiment intéressant. Limite, on dit, on comprend en fait pourquoi il fait ça, parce qu'il y a un enjeu pour lui également. Parce que c'est clairement ce qui manquait à la version de Whedon. On n'avait pas la motivation, on comprenait pas. Il récupérait les Mother Box, mais au final, pourquoi ? C'est ça. Tandis que là, on le sait, et déjà, même à travers le fait de vouloir reconquérir la Terre et autres, c'est déjà, il y a sa propre rédemption, parce qu'il veut justement se faire racheter par rapport à Darkseid, par rapport aux erreurs qu'il a fait. C'est ça, il n'a pas le choix. Et surtout qu'en plus, à côté de ça, comme par hasard, il tombe sur l'équation de lentilles. Donc il y a ça aussi. Donc non, il y a l'enjeu. Ensuite, forcément, les personnages sont carrément plus profonds. Et juste un seul, Cyborg. D'ailleurs, je pourrais même dire que le film tourne autour de lui. C'est par lui que commence le film, c'est par lui que termine le film. Donc, non, clairement, il y a ça. Et puis, je dirais la mise en scène de Snyder. C'est clairement ce qui manquait dans la version de Whedon. Et là, quand t'es un amoureux de Snyder, ce qui, je pense, est notre cas, là, t'es aux anges. T'es clairement aux anges. Moi, je suis assez d'accord avec toi concernant l'écriture des personnages. Effectivement, Cyborg, il prend une place prépondérante. Il est limite narrateur du film. C'est lui qui explique le pourquoi du comment. C'est lui qui voit pas mal de choses. Mais il n'y a pas que lui. Même le personnage de Batman est bien mieux mis en avant, dans le sens où il prend vraiment le rôle de chef. Où on sent qu'il prend des décisions, et en plus je rappelle, attention spoiler, mais bon, on a dit qu'on spoilait, il a pas mal de visions de l'avenir, et il doit prendre pas mal de décisions difficiles, notamment ramener Superman à la vie, alors qu'il sait ce que ça implique aussi de ramener Superman à la vie avec sa vision de futur apocalyptique. Voilà. Et il y a aussi cette petite scène toute simple où même quand il est vu comme quelqu'un de sombre, c'est quelqu'un qui, avec ce qui s'est passé, se met à espérer. Je pense à la scène où il rentre dans le manoir à la fin avec Alfred et Wonder Woman, et qui dit qu'il va il va mettre une table avec une place pour chacun, et voilà, il a des projets, il a de vrais projets d'avenir, et ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. En contrepartie, par contre, je trouve encore une fois que le personnage de Flash, même s'il prend plus de place, c'est le pendant comique du film, mais ça tombe souvent à plat. En fait, déjà, j'ai du mal à voir Barry Allen dans Ezra Miller, quoi. Ça, pour moi, ça a été compliqué. Voilà. Et il reste vraiment dans le rôle de comic relief, de toute façon. Ouais, voilà. Lui, il est à part deux scènes, mais qui étaient déjà en fait dans le film de Whedon, voilà. En dehors de ça, ça reste quand même un mec qui est là pour faire rire, quoi. Même si Flash, à un moment donné, notamment donc dans le climax du film, on prend conscience de ses pouvoirs, puisqu'il tourne à fond, il prend de plus en plus de vitesse, et il en parlait déjà au moment de ressusciter Superman. Il évoque en filigrane le Flashpoint. Ouais. Voilà. Donc le Flashpoint, pour ceux qui connaissent pas, c'est un épisode de Flash qui a redéfini l'univers DC Comics et qui a permis la naissance donc du New 52. Voilà. Et donc puisque en atteignant une vitesse complètement folle suite à un événement tragique, il remonte le temps. Et il y a des changements, et ça crée donc le multivers et un nouveau multivers, parce que bon, les multivers et DC, c'est une grande histoire aussi, un nouveau multivers et le New 52. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympathique. Il sauve sa mère. Du coup, pour moi, franchement,
le film en lui-même, je trouve que rien que la scène d'entrée, elle dit tout. C'est que la première scène d'entrée, c'est que non seulement c'est un super plan dans 360 degrés où on voit la fin de Batman v Superman où Doomsday il tue Superman, mais on nous dit pourquoi ce film existe. C'est que la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit Superman en train d'agoniser, et le fait qu'il crie, en fait, c'est ça qui a réveillé les modeurs du style, bah, le protecteur de la Terre est parti, bah, c'est maintenant qu'il faut venir récupérer là-bas. Et c'est ça, en fait, la scène de Batman v Superman où Lex Luthor devient fou, il commence à dire à Batman, bah, le protecteur est mort, maintenant le démon va venir sur Terre, et ben c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le film de Joss Whedon, Darkseid il vient comme ça, on sait pas pourquoi. On sait pas comment, il y en a qui disent Steppenwolf, excuse-moi. Vient comme ça, on sait pas pourquoi. Alors qu'il y en a qui disent que c'est Lex Luthor qui l'a prévenu, Lex Luthor n'a pas pu le prévenir étant donné que la Snyder Cut, le Director's Cut, Ultimate Cut n'est pas entre guillemets canon. Parce que c'est plus pour nous expliquer plus de choses, mais en soi, le Justice League de Whedon, et c'est le BVS qu'on a vu au cinéma. Donc en soi, il n'y a pas de connexion, donc on peut pas savoir. Et donc Steppenwolf vient comme ça, comme si de rien n'était. Tandis que là, c'est comme si les box, lui, il a vu, il a attendu les box, il est venu, et lui, il a sa motivation, comme quoi il est redevable à Darkseid, il a en dette, en gros, il lui doit certaines choses, donc c'est pour ça qu'il décide de venir sur Terre, pour pouvoir, en fait, avoir sa rédemption à lui. Bon, c'est l'inverse de nos héros, mais voilà. Et c'est ça, moi, déjà, je trouve super intéressant. C'est qu'on sait pourquoi ce qui s'est passé, on sait pourquoi ce qui se passe dans le film, et parce que Superman n'est plus là. Et ce qui est intéressant également, et ce que je trouve très très fort, c'est que dans le film de Joss Whedon, Batman, il disait en gros que on a besoin juste de Superman. Nous, on sert à rien, c'est juste Superman. Tandis que dans le film de Zack Snyder, Batman, il dit bien, c'est pas nous 5, c'est nous 6 qui devons faire. C'est vraiment cette notion, en fait, c'est pas encore la justice, mais c'est cette notion de équipe qui est là. Et il y a plusieurs trucs comme ça dans le film qui sont vraiment intéressants, où on voit qu'il y a une grosse différence entre Whedon et Snyder. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est par exemple le fait de ressusciter Superman dans le film. La manière que c'est apporté dans le film, elle est vraiment différente de Whedon. Dans la mesure où tout le monde n'était pas d'accord, donc ils étaient limite en froid au moment où on devait ressusciter Superman, tandis que là, en fait, c'est venu tout seul. T'as au début, bah, on sait qu'il y a Superman qui est mort. Ensuite, t'as Wonder Woman qui dit, bah, le gars, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi balèze que moi, et même moi est aussi balèze que moi. La seule personne que je veux aussi balèze que lui, c'est Superman. Ensuite, t'as Cyborg qui raconte comment il est venu à la vie. Et là, t'as tout le monde qui commence à se regarder. Et là, tu dis, est-ce que vous pensez la même chose que moi? Et là, c'est venu. Et là, j'ai trouvé le dialogue, mais il était super intéressant. Et là, c'était même pas des blagues. Ils étaient en train de discuter. Il y en a un qui raconte sa vie, il y en a un qui, etc., etc. Et là, j'ai trouvé que vraiment, c'est sans parler de l'action, ces scènes bout à bout, je me dis mais c'est plus intéressant, c'est beaucoup plus, et c'est pour ça que je me dis que même si Whedon il était poussé en fait de rusher, de cutter le film et de faire des trucs, je trouve dommage d'avoir retiré ça parce que c'est beaucoup plus intéressant que bah tu te rends compte, si elle te tue, nous on lui fout un alibi. C'est beaucoup plus intéressant. Où Whedon a voulu mettre que des blagues partout, parce qu'il faut le dire, regardez chaque film le film de Justice League, il y a une scène dramatique, c'est désamorcé par un instant comique. Tandis que dans ce film, même s'il y a certaines fois où il y a des instants comiques, je pense au moment où Flash dit, par exemple, Cyborg dit comment on va réussir à me faire rentrer dans les box, bah Flash il dit pour rigoler avec le pouvoir de l'amour. Voilà, c'est une petite, mais après il se reprend. Avec et on voit quand même que Barry Allen dans ce film n'est pas bête, mais il a quand même du savoir, parce que c'est lui qui dit on va pouvoir faire ça. Lui, il a compris les choses, donc ça reste quand même quelqu'un qui est doué scientifiquement, il a quand même une certaine connaissance. Voilà, et ça c'est montré dans le film, et c'est ça qui est bien. Après, sans oublier les scènes épiques, mais après ça on va parler tout à l'heure, mais franchement le film, je trouve, non seulement il commence bien, il y a une bonne relation, et il finit bien également, donc non. Ça reste 4 heures, comme t'as dit tout à l'heure, Ricky. Mais moi, le film, je l'ai même pas senti. C'est passé crème. C'est passé crème. Tandis qu'il y a des films de 1h30, t'as l'impression que ça dure 2 heures, tu vois. Mais là, franchement, 4 heures de film, je l'ai fait en une traite. Il était 22 heures, j'ai fini à 2 heures du matin, mais j'étais content. Donc, franchement, non. Bon film. J'ai vraiment apprécié, que ce soit les personnages. Non, franchement, très très bon film. Oui, et puis après, c'est vrai que le personnage de Darkseid est quand même pas mal mis en avant. Il est
toujours teasé, hein, ça reste quand même teasé, mais on comprend aussi mieux ce qu'il cherche. Hein. On sait qu'il cherche l'équation d'Antivie. On sait aussi qu'il a une revanche à prendre. C'est là que moi, ça m'a un peu dérangé sur Darkseid. Le voir venir sur Terre, il y a je sais pas combien de milliers d'années, et de se faire fracturer la tronche en 26 secondes. Là, je lui dis, ok, il était jeune, mais dès le premier jour, enfin, je conseille à ceux qui n'ont pas lu de lire le 4e monde hein, de Jack Kirby. Hein, il est édité chez Urban. Vous pouvez le trouver aussi en VO. Enfin bref, il y a plein de moyens de le lire. Mais après, c'est ce qui, sans te couper, excuse-moi, c'est ce qui justifie les modifications de Steppenwolf, parce que Steppenwolf, c'est pour ça qu'il est venu sur Terre. Non seulement parce qu'il sait très bien que c'est là, parce que pour revenir aux choses, Steppenwolf devait 500 000 planètes à Darkseid, un truc comme ça. C'est ça, 500 000. 500 000 planètes à Darkseid. Ouais. Et lui, il s'est dit quoi? Bah, c'est quoi? Je vais aller sur la planète où Darkseid il a perdu sa grosse technologie. Ça. Et en fait, la planète Terre a une valeur, en gros, il y a une valeur inestimable pour Darkseid. C'est pour ça que non seulement, Steppenwolf, on se dit, bah, raison de plus, on va dire all-in-one, quoi. Non seulement j'ai récupéré la planète, et là, j'ai pas besoin de 500 000 fiches, je lui ai récupéré la planète. Et ça qui est intéressant, ça donne du background, ça donne de l'histoire, ça donne de la genèse, ça donne, du background à cet univers qui est vraiment intéressant, en fait. Parce que là, moi, en voyant Darkseid, je me suis dit, mais moi, je veux voir Neo Genesis, je veux voir, voilà, quoi. Tout ça, et c'est vraiment intéressant. Après, oui, je te l'accorde. La première fois qu'on voit Darkseid, il s'est one-shoté. Dommage. Mais après, vu comment Steppenwolf a peur de lui, on se dit, les 500 000 ans, 5000 ans, il a pris... Ça a changé. Ouais, mais même sans ça, je trouve que Darkseid, il est trop doux, il est trop gentil. Pourtant, il est méchant, hein, on va pas se mentir. Après... Mais par rapport au personnage d'origine, je veux dire, c'est un despote. On parle quand même d'un mec qui a torturé ses propres enfants dans les puits de lave d'Apocalypse pour les éduquer, quoi. Hein, ils étaient éduqués par Mamie. On voit d'ailleurs. Voilà. Mamie Bonheur, mais qui leur fait vivre une misère, quoi. Le mec, c'est un pur sadique. Il se complaît que dans la douleur. Et d'ailleurs, ça on voit sa planète. Hein. Sa planète, c'est juste des puits de lave en fusion. Il y a rien qui pousse. Il y a pas de place pour l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour la vie. Voilà. D'ailleurs, il cherche l'équation d'Antivie, quoi. Voilà. Il cherche à annihiler toute vie dans l'univers. Après, moi, je pense que t'as raison. Hein. Après, il y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais après, je pense que dans le film, on voit que Darkseid, même si on voit se faire laminer totalement par Ares, un moustachu, Nono, un moustachu, c'est Ares qui lui met le coup final. Mais on voit quand même que, tu vois, avant qu'il arrive, tu sens que, tu sais, au moment, je sais pas si vous avez, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'au moment où il dit à Desad, l'équation d'Antivie est là. Desad part, et tout d'un coup, il y a un froid. Tu vois tous les paradémons, ils s'agenouillent tout de suite. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois le haut, tu dis, Darkseid est là, et tu le vois arriver. Et là, Steppenwolf, comme preuve que c'est lui, il enlève son armure et il est tout nu devant lui, tu vois. Et là, c'est ce que j'aime dans les films de Darkseid, c'est qu'il y a beaucoup d'images ou d'icônes, tu vois, c'est pour dire, c'est le mal, lui. Le respect qu'a Steppenwolf pour Darkseid montre que c'est pas le même Darkseid qu'on a eu 5000 ans avant. Et après, il y a aussi ce qui montre aussi que c'est pas le même Darkseid, c'est que quand il arrive sur Terre, il n'avait pas, tu sais, il était torse nu, juste, il était pas en tenue. Alors que là, tu vois, il a une armure, il est différent. Je trouve que le Darkseid 5000 ans avant n'est pas le même Darkseid qu'on a vu maintenant. Parce que là, dans les 5000 ans, tu le vois qu'il est avec une armure, il est, tu sens qu'il y a un changement. Et avec la pose à la Conan de Milius sur le fauteuil, hein, c'est un petit clin d'œil de Snyder. Mais après, moi j'ai toujours vu Darkseid, c'était pas le bourrin, c'était vraiment le gars qui réfléchit, qui préfère terminer la personne mentalement que physiquement. Physiquement, c'est vraiment si tu réussis à le faire sortir de ses gonds, c'est qu'il y a un problème. Et la manière dont à la fin il l'a eu, enfin la manière où à la fin, tu sais, dans le tunnel boom où il voit tous les super-héros en face de lui, et lui, tu t'aurais dit à un Michel Lambda, il aurait foncé dans le tas et c'est bon. Non, là, il a fermé le tunnel boom, il a dit, on verra plus tard. Et là, je pense qu'il a vraiment reflété le Darkseid que j'ai l'habitude de voir. Après, je suis d'accord, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Ils auraient pas dû le one-shotter comme ils l'ont one-shoté dans les 5000 ans, mais après, voilà.
Donc voilà, mais bon, enfin moi vous savez que les comics et moi c'est une grande histoire, donc il y a toujours des choses qui me dérangeront quoi qu'il arrive. Donc ça, voilà, on a compris qu'en termes de scénario et d'écriture, tout ça, il y avait des gros changements qui ne pouvaient que faire du bien au film, même si moi j'ai eu quelques déceptions. Mais on a mis de côté un truc qui est quand même assez important, c'est en termes techniques, que ce soit en termes de montage ou en termes de format. Il y a des choses qui changent. Donc tiens Nono, est-ce que tu veux nous parler de ce fameux format 4 tiers? Pourquoi, comment, quoi qu'est-ce? Pourquoi ce fameux format qui a d'ailleurs fait parler beaucoup, hein, parce que c'est là qu'on s'y attendait pas. Avec Snyder, on est plutôt habitué au cinémascope, hein, de 35. Donc là, le voir passer dans un format 1.33 qui est un format 4 tiers, hein, qui est un format utilisé depuis le début du cinéma et qui est principalement un format utilisé en télé jusque dans les années 90, on va dire. Pourquoi écoute, je me le pose encore. Parce que clairement, c'est un format qu'il a voulu. C'est de son propre fait, hein, ça a été réfléchi comme ça. Alors il y a eu une histoire de format qui a été fait pour, c'était au 1.43, qui a été fait pour les salles IMAX, pour que ce soit projeté dans toute l'entièreté en fait de l'écran. Sauf que malgré tout, t'as quand même les bandes sur les côtés, donc c'est pas recevable. Pour lui, c'était un format qui lui permettait de retranscrire toute l'action, sauf que on le voit très bien, je pense qu'on peut en parler tout de suite, mais clairement sur les plans larges notamment... ça manque d'ampleur, ça manque d'ampleur, clairement. Après, moi perso, bon, ça m'a choqué les premières minutes, mais je m'y suis fait très rapidement. Ça m'a pas choqué plus que ça. Je sais pas si pour vous ça l'a fait... Non, au bout de 10 minutes de film, j'avais complètement oublié en fait. Ça me choquait pas du tout. C'est ça. Hein. Voilà. Ça va être plus chiant, je pense. Là où ça va gêner des gens, c'est malheureusement pour ceux qui le regardent sur des petits écrans. Et ceux qui ont le malheur, qui vont faire rien que d'y penser, ça me scandalise, ceux qui vont le regarder sur leur téléphone ou leur tablette. Non mais voilà, donc ne faites pas ça, regardez-le sur la télé. Si vous avez des potes ou de la famille qui ont une plus grande télé que la vôtre et que vous pouvez aller le voir là-bas, faites-le, voilà, parce que ça sera quand même plus agréable, hein, voilà. Petit écran, caca. Voilà. Ou alors coupez votre écran pour pas avoir les bandes, je sais pas. Après moi je trouve que dans certains plans, ça donne un effet grandiose en fait. C'est plus pour marquer... Parce que par exemple, par exemple la scène avec les Motherbox qui vont être cachés par tout le monde en fait, je trouve que ça fait vraiment alors, un truc. Tu veux dire la scène Seigneur des Anneaux C'est ça, je trouve qu'elle est vraiment plus grandiose que ça, parce que elle est plus concentrée en fait sur l'action. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sur les scènes d'action, effectivement, ça marche bien. Ça marche très bien, je pense notamment à toute la scène dans les sous-sols du métro, les trucs comme ça, qui donnent vraiment une vision totalement différente de ce qui se passe. Hein. Là où elle était super chiante dans le montage de Whedon, là on se retrouve dans un truc qui est top, hein. Ça pète aux quatre coins de l'écran, c'est vraiment super. Là où ça pêche, c'est là où on aurait voulu voir des plans larges, quand on a les premières visions d'Apocalypse, sur Themyscira, voilà, sur les choses comme ça, c'est là que ça fonctionne moins bien, ouais. Ça s'oublie, on n'y pense pas, c'est pas très grave, mais c'est dommage. Ensuite, l'autre point marquant, c'est ce découpage en chapitres. Il y a carrément des vignettes qui tombent avec écrit première partie tel truc, deuxième partie tel truc, jusqu'à l'épilogue. Je rappelle que si ça a été fait comme ça, c'est parce que ça devait être diffusé sous forme de série sur HBO Max. Donc ça permettait de bien scinder les différentes parties du film. Sur le long métrage, moi, ça m'a un petit peu dérangé. En fait, c'est pas utile, ça sert à rien. Voilà. C'est mon avis. Hein. Moi, du coup, dans le déroulement, plutôt que passer d'une scène à l'autre, on se retrouve ça avec une pancarte qui dit première partie, deuxième partie, troisième partie, et le film continue à se lancer. C'est pas non plus très grave, mais ça a pas d'utilité. Voilà. Selon moi, ça n'a pas d'utilité, sauf pour celui qui se dit, tiens, c'est très long, 4 heures, je vais le regarder en plusieurs fois. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce montage en épisode ? Moi, perso, ça m'a pas trop dérangé. En fait, j'ai pas vu ça
vraiment, tu sais, comme une série télé, genre tel épisode, tel épisode, tel épisode. J'ai vu ça un peu, tu sais, comme un menu de chapitrage de DVD Blu-ray, quoi. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Surtout que bon, il y a d'autres films qui le font aussi, donc c'est pas nouveau. Après, je peux comprendre, hein, parce que forcément, ça te stoppe un peu dans le déroulement du film. Et bon, après, c'est une pancarte d'une seconde, hein, c'est pas la mort. Donc voilà, non, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et Jérémy, toi, de ton côté? Non, moi je trouve que ça. Alors, par moments, des fois, c'est brusque quand tu vois bim, image noire fondue en noir. Après, moi je dis non, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. J'aurais plus dit de faire ça, mais en laissant la scène, quoi. Ça aurait peut-être plus été intéressant qu'il y ait une fondue au noir ou autre chose. Ils auraient pu trouver une manière un peu plus moins intrusive, parce que là tu vois qu'il y a des chapitres, mais sinon, non, ça m'a pas plus dérangé que ça. Ok. Bon, sinon, le film il dure 4 heures, on a dit que c'était assez fluide quand même. Est-ce que de votre côté, quand même, vous n'avez pas l'impression parfois d'un trop plein d'informations ou peut-être de choses qui sont pas forcément utiles? Moi, j'ai des exemples que je garde pour moi pour l'instant, mais je veux juste avoir votre avis sur le sujet. Après, moi je trouve que c'était nécessaire. Moi je dirais en fait, moi je suis partisan du fait que quand tu as un film où tu réunis un bon nombre de personnes, si le film dure 3 heures, c'est pas grave. C'est 4 heures, 3 heures, c'est pas grave. Même si s'il y a des longueurs, même si voilà, là faut se dire que le film de base, on connaît entre guillemets après BVF, on connaît à peu près 3 personnages. T'as Superman, Batman et Wonder Woman. T'as 2 autres personnages qui on connaît rien d'eux, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas d'où ils viennent. C'est pour ça que le fait que poser les choses, que ce soit un peu longué pour les poser, pour que derrière on n'est pas en train de dire pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas expliqué, etc. ou à quoi il sert ou autre. Je trouve que avoir ces longueurs et avoir ces choses, comment ça a été fait en tout cas dans le film, ça me dérange pas plus. Parce que en fait, au contraire, c'est nécessaire dans la mesure où au moins on comprend les personnages, on comprend ce qui est leurs enjeux, on comprend qui ils sont. Parce que, je donne un exemple, Cyborg et Flash, quand tu regardes les deux autres, le film de Joss Whedon en 2017, et moi je trouve que c'est ceux qu'ils ont pris le plus cher en fait dans le film. C'est qu'on sait pas qui ils sont, on sait pas pourquoi ils sont là, alors que là dans le film, grâce à ces longueurs, grâce à ce qu'on peut appeler les longueurs ou le fait que le film dure 4 heures ou etc. En fait c'est nécessaire parce que là au moins on sait qui ils sont, c'est quoi leur comportement. Tu vois, avant même de rencontrer la Justice League, on a pu voir Cyborg, qui il est, qu'est-ce qu'il sait faire, et il a fait une action héroïque. Et je trouve que l'action héroïque qu'il a fait, je sais pas pour vous, hein, mais le moment où il commence à rentrer dans le net et il commence à trafiquer tout, à donner de l'argent, la scène elle était tellement magnifique et tellement bien fait, pas au niveau des effets spéciaux, mais bien fait dans la mesure où on en apprend sur Cyborg, elle est magnifique. Ouais. Et pareil pour Flash, au moins on a appris que c'est pas un gars qui a rien fait quoi. Il sauve des gens quoi. Et c'est ça que je trouve que certaines longueurs qui peuvent être intéressantes. Après il y a certaines scènes, je l'avoue, des fois je me dis qu'est-ce qu'ils font là. Je pense à la scène avec Alfred et Wonder Woman avec le thé. Bon, elle est là, mais voilà, moi ça par exemple, il y a certaines scènes, est-ce que ça aurait été pas mieux de faire autre chose que ça? Après voilà, il y a certaines scènes, par exemple quand c'est posé, que ce soit avec Loïs et Martha par exemple, ou Batman et Alfred, ou, voilà, je trouve que non, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ou Silas c'est son fils par exemple. Pour revenir justement au perso de Cyborg, pour moi je trouve que justement ces fameuses longueurs entre guillemets, c'est ce qui permet aussi d'avoir la construction du personnage tout simplement. Quoi. Et comme tu dis effectivement dans la version de Whedon, on savait rien de lui. Comme tu dis, Flash aussi. Et là, moi j'ai trouvé la relation avec son père était géniale. Franchement, la fin, j'avais limite la petite larme à l'œil. Hein, c'était beau, quoi. C'était émouvant. Puis c'est vraiment un perso que j'appréciais vraiment pas du tout dans la version de Whedon, tout simplement à cause de ce manque d'informations. Tu vois. Et là, je trouve que grâce
toutes ces informations par rapport à son passé, par rapport à sa mère, par rapport à son père, la relation qu'il avait, qu'effectivement son père, bah, au final, l'aimait malgré tout, tu vois, malgré ce que lui pensait que justement il détestait et tout, qu'il en avait fait un monstre, et qu'au final, bah non, son père l'aimait, ça restait son père, et je trouvais ça que c'était franchement bien foutu, quoi. Et pareil, alors à la rigueur, je dirais que Aquaman, c'est le perso le moins développé. Bah pour le coup, malheureusement, oui. Bizarrement, c'est lui qui est le moins développé. J'ai pas eu de grosses différences par rapport à la version de Whedon, quoi. Il y a une différence technique qui est assez intéressante, qui montre bien les apports de Zack Snyder, c'est que quand Aquaman il va à Atlantis pour discuter avec les gens, je sais pas si vous voyez, il crée cette espèce de bulle d'oxygène pour pouvoir discuter. Voilà. Alors ça, c'est un faux raccord, mais ça se voit que le film Aquaman n'était pas encore commencé quand c'est sorti. Parce que ça, je trouve que c'est un faux raccord, c'est dans la manière en fait où ils disent, alors c'est remarqué à chaque fois qu'ils avaient besoin de parler, ça crée la bulle, mais dans le film Aquaman, il y a un moment ils disent que seuls les purs sangs peuvent respirer hors de l'eau. Regardez bien, tous les Atlantes qui sortent de l'eau, ils ont besoin de quelque chose pour respirer. Oui. Et normalement, ceux qui peuvent respirer sous l'eau, t'as Mera, t'as Vulko, t'as Aquaman, enfin tous ceux qui sont entre guillemets 10%, enfin qui sont de sang royal entre guillemets, qui sont de sang royal on va dire. Et 10%, lui c'est un sang mêlé, non? C'est ça. Ouais. Mais enfin oui c'est ça. Mais et ça c'est pas resté, tu vois. Et c'est vrai que tu vois que le truc ça s'est pensé après. C'est pour ça que ça moi je trouve que c'est un... Ouais, mais cette petite bulle d'oxygène, c'est rigolo parce que s'ils avaient, je me demande ce que ça aurait donné s'il avait pas fait. Est-ce qu'on aurait entendu les mecs discuter et faire voilà. Mais voilà, ça a donné à une scène, mais je trouve avec Mera, je suis désolé, mais elle a eu une scène. La scène où elle se bat contre Steppenwolf et au moment où elle décide d'utiliser sa magie pour juste lui retirer tout son sang en même temps, parce que cette scène je dis mais trop raison meuf, trop raison, et je trouve que cette scène elle était vraiment intéressante en fait. Et j'ai pas vu dans le film, on n'explique pas pourquoi alors qu'ils étaient intervenus la première fois, pourquoi ces connards d'Atlante ils filent pas un coup de main à la Justice League? On est où là? Est-ce qu'ils l'expliquent ça? Il me semble pas, ils disent rien, voilà. Si, ils expliquent. Parce qu'ils disent que si à un moment donné ils disent que Mera dit que ton frère est beaucoup trop occupé par les rebelles. Non, pas par les rebelles, mais occupé par le fait de mener sa guerre contre les humains, parce que les humains ils trouvent qu'ils... En fait, si vous regardez, ce qu'a dit Mera, c'est exactement ce qui va se passer dans Aquaman en fait. C'est qu'en fait, il essaie d'avoir du monde avec lui pour pouvoir casser la figure à la surface, ce qu'il voulait faire en fait dans le film d'Aquaman. Et non, c'est bien dit et j'ai vérifié. Par contre, Mera dit également aussi un faux raccord, mais je sais pas pourquoi. C'est quand elle dit la reine Atlana mes parents étaient des partisans de la reine Atlana. Ton père c'était un roi, meuf. Son père c'est un fleugrette quoi. Ton père c'était un roi, meuf. Arrête. Après il y a aussi une... Oui vas-y je t'écoute, non vas-y continue. Non, c'est là que j'ai vu le petit faux raccord, je t'en prie, continue. Après, il y a une petite différence subtile hein, que j'ai remarqué suite à un autre live que j'ai pu voir sur le film, et effectivement, j'ai re-regardé, et c'est vrai que ça se passe comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Superman, il prend Lois dans ses bras et qu'ils partent, et qu'ils arrivent, elle dit dans la version de Snyder, elle lui dit « ça y est, tu parles ». Alors, voilà, alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que dit Loïs dans la version, ouais voilà. Ah, tu sens bon. Ah bah c'est super. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt de dire un truc pareil? Pourquoi changer ça en fait? Voilà. Donc enfin bref, c'est pour donner. Il y a des choses incompréhensibles. Et aussi j'avais vu en fait un truc. Après je laisse la parole à qui dedans. Mais j'avais vu un truc aussi qui disait que le fait que c'est Bruce Wayne qui prennent Loïs comme garde-fou, c'était pas prévu par Zack Snyder, mais que Lois Lane devait être là comme ça et qu'elle aurait cramé en fait Superman et qu'elle serait venue comme ça. Et ce qui est intéressant quand j'ai vu le film, c'est qu'en fait tout le long du film, il nous prépare à ce que Loïs soit là en fait, parce que tous les jours tu vois le policier qui dit à Loïs « Ah vous êtes toujours là, ah vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là ». Et au moment où il y a la scène où il ressuscite Superman et Superman commence à perdre il a perdu l'esprit quoi tout simplement, et qu'on voit Loïs, c'est logique en fait, elle était toujours là,
Et c'est normal qu'au bout d'un moment, quand Superman arrive au même endroit, et ben ça revient. Et ce qui ça m'avait rappelé, c'est qu'ils avaient reproché en fait à Snyder de devoir faire venir comme ça, comme si de rien n'était Lois, alors que Whedon, soi-disant, avait donné une raison, alors que pas du tout en fait. De toute façon, dans les projets de Snyder, il fallait que Lois prenne de l'importance quand même, parce que je rappelle que pour le dernier épisode de sa trilogie, il était prévu qu'elle ait un enfant avec Superman qui n'avait pas de pouvoir et qui devenait le nouveau Batman. Voilà. Donc ça, c'est une idée, bon, on pense ce qu'on veut, je sais pas ce que ça aurait donné. Et puis surtout, il faut dire que Lois a quand même une grosse importance, même par rapport à ce fameux épilogue et ce fameux futur. Car en fait, c'est par sa faute, entre guillemets, que Superman est devenu comme ça. Par sa mort, en fait. En gros, c'est injustice, quoi. Oui, c'est ça. Et le fait que, donc, du coup, Superman va en vouloir à Batman un peu beaucoup, quoi. Et sinon, pour revenir justement à Lois et à sa raison d'être là au moment où Superman revient à la vie, on va peut-être parler du petit gars vert. Ouais, le Martian Manhunter. Le limier martien, comme j'aime l'appeler. J'aime la version française. Limier martien. Non, avant de revenir à lui. Ouais, j'ai d'autres choses à dire. Ouais, avant de revenir à lui, parce que ça c'est vraiment à la fin où les scènes génériques sont. Mais il n'y a pas que la fin. Bah non, parce qu'on le voit avant. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, à ce moment-là. C'est vrai. Excuse-moi. C'est lui, Martha. C'est lui, oui, c'est lui, Martha. Donc c'est lui, qui pousse Lois à aller justement à Metropolis. Enfin. J'aimerais parler de la scène. Enfin, de deux scènes déjà, de la scène où Cyborg, quand il décide de rentrer dans la matrice et voir la vision, où il a vu tout le monde se faire tuer. Oui. Et juste à ce moment, tu vois que Cyborg dit non à Flash et qu'il part quand même. Ça justifie pourquoi Cyborg a voulu attaquer Superman. Or que dans la version de Whedon, il a voulu l'attaquer comme ça, comme si de rien n'était, n'importe où. Oui, parce que c'est vrai. Parce que le système de Cyborg, hein, pour ceux qui ne le savent pas, est extrêmement lié aux boîtes mères. Il a incorporé une partie des capacités de la boîte mère. Donc du coup, le système de Cyborg perçoit Superman comme une menace pour le futur. Et c'est pour ça qu'il peut pas s'empêcher de l'attaquer à ce moment-là. Et la deuxième scène que j'aimerais parler avant de parler de ça, c'est la scène avec ce qui nous a montré qu'il va avoir peut-être un flashpoint, c'est le fait que Barry utilise son pouvoir super cheaté. Et moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais cette scène, elle m'a fait des frissons. Ouais, non, c'était super. Elle t'a fait vibrer. Ah, mais elle m'a fait des frissons. Tu sais, juste le moment où la Mother Box explose et tu vois comme s'il arrêtait tout Flash, et d'un coup tu vois ça vibre et tout. Oh purée, j'ai dit non, franchement. Et c'est ce qui est intéressant également, c'est qu'ils nous l'ont préparé, cette scène, mais dans le film, avant cette scène. C'est ça qui est bien, c'est que juste avant la Mother Box, en fait, Flash il a raté son coup, mais vu qu'il est tellement rapide qu'il a réussi à remonter la box de quelques secondes pour pouvoir la toucher. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs une différence avec la version de Whedon, c'est que à ce moment-là, je me rappelle très bien, il y a juste donc Flash qui arrive pile au moment où la Mother Box touche le liquide dans le vaisseau spatial, ça s'arrête là. Alors que là, on voit qu'elle est déjà rentrée dedans et que le temps qu'il arrive, il atteint une telle vitesse, elle ressort pour qu'il puisse la toucher au bon moment. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien retranscrit. Et non, franchement, c'est une très bonne scène. Et j'avoue, la scène qui est comique, mais c'est pas comique en soi, c'est la scène où Superman, il veut aller sur Batman, et t'as tout le monde qui l'en empêche. Et tu vois que Flash il fonce, et tu vois, genre il le balance sur Wakaman. Cette scène m'a fait rire, mais c'était pas marrant en fait. Mais c'est la situation en fait. Vu qu'ils sont pas préparés, vu qu'ils sont jamais entraînés ensemble, ça crée des trucs, et ça m'a fait rire. Pourtant, ils veulent la cohésion d'équipe. Hein. C'est ça. C'est ça qui est marrant, parce que justement, Flash, je crois que c'est dans les tunnels où à un moment il fait « Mais ça, c'est pas du team play » ou je sais plus, il dit un truc comme ça. Mais oui, mais tellement. Oui. C'est ça. Quand tu vois la différence justement entre ce moment-là et la fin, ouais. Tu vois, la fin où ils seront vraiment groupés, et ça aussi, ça fait plaisir. Quoi. Chacun a sa tâche à faire, chacun en fait son truc. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a un moment dans la scène, je vous inviterai à regarder, c'est qu'au moment où ils se battent contre Steppenwolf, que ce soit Wonder Woman, Aquaman et Cyborg, dans le genre de pont là, juste avant derrière la Mother Box, au moment où Wonder Woman attaque, au fond,
on voit Aquaman et Cyborg, et tu vois Aquaman dire un truc à Cyborg, et il le fait. Après, c'est un petit truc de mais je trouve que c'est intéressant de le voir, quoi. C'est vraiment qu'ils ont essayé être en cohésion, quoi. Ouais. Alors après, moi, pour en revenir à mon avis sur les possibles longueurs qu'il peut y avoir, c'est mon avis personnel, je trouve que l'épilogue est trop longue. Elle raconte trop de choses qui pour moi sont pas utiles, et en plus on retrouve je pense voilà toute la partie qui est dans le futur où d'un seul coup c'est comme ça, on sait que bon voilà c'est Bruce Wayne qui a ce rêve là, mais c'est beaucoup trop long et ça raconte des trucs qui pour moi n'ont aucun intérêt. Je parle du passage où donc ils sont dans le futur hein, pendant l'épilogue, et cette discussion entre Batman et le Joker qui revient sous les traits de Jared Leto que j'ai encore une fois trouvé insupportable avec son qui nous fait sans cesse ce petit duel de punchline entre les deux que j'ai trouvé franchement inapproprié, à la limite du ridicule. Hein. Ça m'a fait sortir du film, j'étais là, je me suis dit mais pourquoi ils font ça, enfin pourquoi l'intérêt tout de suite, qu'est-ce que ça apporte à ce qui s'est déjà passé, à part ce concours de beats inutile entre les deux quoi. Ça m'a complètement sorti du film. Mais non, ça par contre c'est du fan service, monsieur. C'est pour ça que... Ouais mais bon, ouais. Ça s'appelle du fan service. Ça passe ou ça casse. Quand tu le sens, tu dis non. Tu sais, pour moi, le fan service, j'ai senti quand j'ai vu Deathstroke avec son Iroquois, j'ai dit oui. Franchement, Zach, tu me cherches. Tu me cherches. Tu sais que je kiffe Deathstroke. Tu me fous un Deathstroke avec un Iroquois en plus. Ça c'était franchement, la scène elle est intéressante, elle est sympa, mais ouais, ça aurait dû être amené un peu mieux, je trouve. Ouais, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est complètement en décalage avec le reste du film, toute cette partie dans le futur. Ouais, mais bon, voilà. Et c'était pas nécessaire. Ensuite, par contre, la petite partie, je pense que ils auraient pu couper ça, ou faire une vision apocalyptique du futur avec Bruce Wayne qui se réveille encore, pour marquer le fait qu'il a peut-être pas pris forcément toujours les bonnes décisions pour le déroulement de la suite, et que ça passe tout de suite avec le Martian Manhunter, le limier martien qui arrive pour raconter son. Même si ce qu'il raconte, il va un petit peu vite, quoi. Moi, je serais à la place de Batman, je fais mais c'est qui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, ok, d'accord, bonne journée mon gars, si tu veux. Vous embauchez. Voilà, ouais, c'est un peu ça, ouais. Un peu ça. Tu sais, Batman, il est arrivé au point où tu sais, il fait des rêves prémonitoires ou des rêves chelous. Après, hein, il a vu un gars détruire sa tour. Il a vu des gens venir du ciel. Il a vu des dooms, enfin des tunnels où tu vois des gens d'une autre planète arriver. Tu sais, il est plus à sa près. Tu sais, il voit les gens limite, c'est normal. Hein, viens mon gars. C'est on est fou, plus on rit. Hein, c'est ça quoi. Mais non, moi je trouve que la scène de prémonition, après on continue avec le limier martien, mais la scène de prémonition, le seul truc qui est intéressant, c'est que Joker il dit un truc intéressant, c'est qu'il dit dans toutes les versions parallèles de notre univers que t'as vu, t'as jamais voulu tester la version où toi t'étais mort. Et ça fait écho avec le script qu'on a vu du Snyder, le script de Justice League 2 et 3, où on voyait que ça avait réussi parce que Batman à la fin il meurt. Alors, moi ça me pose problème, encore une fois par rapport au déroulement des comics, où quel que soit l'univers en fait, quasiment, la réflexion du Joker elle tient pas. À dire qu'il préfère faire mourir les autres et que lui il meurt jamais. Dans le sens où, au contraire, il est constamment dans les comics en train de se mettre en danger et refuser que les autres interviennent et même l'aident dans les moments où il a à deux doigts de mourir. Et ça, on sait à quoi c'est dû. C'est lié à la mort de Robin. À la mort. Voilà quoi. à la mort de Robin qui fait que depuis, et aussi à l'accident de la fille du commissaire, qui se retrouve handicapé. Même parce que, je sais pas, parce qu'il a dit à un moment donné, Joker il dit Wonder Boy. Non. Oui, c'est à ce moment-là d'ailleurs où il... Parce que oui, mais en version française, c'est... Wonder Boy, c'est Robin. Hein, c'est Robin, parce qu'il l'appelle... Comment il l'appelle le Wonder Boy. Ouais, mais en français, c'est pas comme ça. Enfin, bref. Enfin, pour moi, c'était... Garçon fabuleux. Non. C'était Dick Grayson, Wonder Boy, tu vois. Les autres, ils avaient tous un autre nom, un autre surnom, mais pour moi, j'avais l'impression que Robin Wonder... C'était plus attribué à Dick Grayson.
parce que en aucun après, toutes les fois où on a vu le costume de Robin, etc., en aucun cas on nous a dit que c'était Jason Todd. Donc est-ce que dans la version Snyder, parce qu'on n'a pas vu d'autres Robin ou autre, tu vois ce que je veux dire quoi? Ouais, mais ça, c'est dans l'optique d'univers parallèle, parce que tu as abordé le sujet, mais effectivement, dans le principe du DC EU, il y a qu'un seul Robin pour l'instant. Il n'est pas question qu'il y ait. D'ailleurs, il n'y a même pas de Robin en fait pour l'instant. Alors, on sait pas qui c'est, on sait pas qui c'était d'ailleurs. Voilà. Il y avait un Robin. Est-ce vous avez d'autres choses à ajouter à ce niveau-là? Les combats. Bah, on n'a pas parlé de la mise en scène de Snyder. Hein, voilà. C'est vrai que. Voilà. On peut parler de l'action. Hein, l'action, mais je suis désolé, mais la scène de Wonder Woman, pour moi, c'est là que j'ai vu la différence. C'est clair. Snyder et Whedon. J'ai vu la différence entre Snyder et Whedon. Je suis désolé, Whedon, mais Whedon ne sait pas faire des scènes de combat spectaculaires. Snyder le sait le faire, et ça, c'est là. Tout, mis à part la mise en scène, tout ce qui est scène de combat, parce que j'aime beaucoup ça. Quand ça se tape mano à mano ou autre, j'aime beaucoup ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Snyder, parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, bah, il y va à fond. T'as qu'à voir Jor-El, franchement, Man of Steel, Jor-El qui se bat. Dans quel film t'as déjà vu Jor-El qui se bat et qui met une pâtée à Zod? Non, c'est Snyder qui te le fait. Donc c'est en termes de tape, c'était royal. Alors, je suis d'accord. Alors, moi, je pense pas un super grand bien de Joss Whedon, mais un truc qui fait bien et qui marchait bien sur son Avengers, c'est que par contre, il sait à des moments particuliers faire prendre de la pause à ces personnages, à faire un peu comme dans les splash pages des comics. Je pense notamment dans Avengers à ce passage où Captain America dans son bouclier, il a le bouclier qui revient avec Thor derrière qui récupère son marteau, avec Hulk à côté, et Iron Man qui vient se poser juste derrière eux pendant l'attaque extraterrestre. Et ça, c'est des petits. Ouais, voilà. Et ça, c'est des petits trucs qui manquent, c'est que même si dans l'action on prend conscience de la puissance des différents personnages, hein, je parle de Snyder là, il manque non, pas la cohésion, il manque ces petits moments iconiques. En fait, c'est con, hein, mais moi j'avoue, j'aime bien les moments poseurs où il y a un plan un petit peu où le mec il pose tout seul comme ça, avec la caméra qui tourne, avec une musique complètement pétée. Et ouais, mais ça m'a moins marqué. Où Aquaman se pose sur la Batmobile, tu sais, t'en as un au moment où je sais pas moi, t'as toute la fin là, dans le climax de fin. Bon, déjà t'as la pause de fin où ils posent tous ensemble. T'as le truc où tu sais quand ils vont justement attaquer pour aider Cyborg à rentrer dans la Mother Box, où tu sais t'as Batman en voiture et puis t'as tous les autres qui volent à côté. T'as le moment où Wonder Woman atterrit, elle dit on y va, et tu vois les trois derrière ils sont prêts. T'as des moments quand même comme ça. Voilà, mais bon après hein, c'est Snyder, c'est moins son truc de faire ça, même hein, dans son Man of Steel et dans son Batman versus Superman, il y a pas de truc comme ça. Non, ça dérange pas, mais c'est juste pour dire la différence entre les deux, et c'est quand même un truc que j'aime bien chez Whedon. Et moi j'y suis habitué depuis le premier Superman, le Superman de Donner, où il y a Superman dans l'espace avec la cape dans le vent, qui surveille la planète Terre, tu vois, c'est un truc, ça m'a marqué, c'est des choses que j'aime bien retrouver. C'est la scène où il monte quand il reprend son envol et que t'as le thème là qui apparaît et tout, et après il part dans le ciel pour prendre de l'énergie, solaire. Oui. J'avoue cette pause limite j'étais à deux droits de faire un imprimé écran. Bon, la qualité était pas ouf, mais j'étais à deux droits de faire un imprimé écran. Moi j'ai livré à ce moment-là. Quand tu vois les deux pères qui parlent en même temps et tout, il dit non franchement, elle était franchement. D'ailleurs, en parlant de thème, on peut parler un peu de la musique. Mais vas-y, c'est toi le spécialiste en plus. Dans la version Whedon, il faut savoir que c'était Danny Elfman qui avait repris la musique et il avait cassé tout en termes de cohérence musicale avec les anciens films. Il avait d'ailleurs même repris les thèmes des anciens Batman, des anciens Superman. Enfin, ce qui fait que du coup, ça allait clairement pas. Bon, je suis pas un gros fan d'Hans Zimmer, ça vous le savez. Mais par contre, John Dixon, j'aime beaucoup, et pour le coup, c'est lui qui a fait la musique. Et là, franchement, j'ai kiffé. Sans faute. Bon, il a repris le thème de Superman de Man of Steel. Pour le coup, ça m'a pas dérangé, parce que putain, quand j'ai vu la scène, comme je te dis, j'ai eu des frissons, quoi. C'était tellement beau. Le truc, ça allait tellement bien. Et en termes de musique, je trouve il s'est rapproché de ce que faisait un Tyler Bates à l'époque de 300, je trouve. En mêlant
à la fois des chants un peu grecs, notamment sur Wonder Woman, sur toutes les Amazones, c'est comme ça que ça marche. Et puis des sonorités un peu plus tribales, un peu plus percus, où tu vas, notamment pendant les fights. Et puis t'as un peu de rock. Le thème quand même, le thème de Justice League à la fin, quoi. Non, franchement, je trouve qu'il a fait un taf de ouf. Hein. Et puis c'est une vraie BO de 4 heures. Hein. C'est pour le coup, putain, si tu veux l'acheter légalement. Ouais, t'en as pour ton argent. Quoi. Non, moi la BO change tout. Par rapport à la version de Whedon, c'est beaucoup plus cohérent dans le thème. C'est ce qui sert à l'épicness du film quand même. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est combat contre les dieux versus un autre pente. Franchement, c'est vraiment. Je suis assez d'accord, surtout dans la dernière partie du film où la musique se marie à la perfection avec l'action qui se déroule. Donc pour en revenir d'ailleurs aux scènes d'action, c'est complètement fou. Les plans sur Batman qui saute sur le paradémon avec c'était la façon dont ça virevolte et tout. Et là c'est là que le faux 4 tiers prend toute son importance. Il est au centre d'une vignette, on dirait une case de BD. C'est complètement dingue. Hein. Il y a des plans de ouf. Quoi. J'ai envie de même dire, ceux qui sont pas pro Snyder, hein, sachez qu'il n'abuse pas des ralentis comme il a pu avoir dans 300 et dans Watchmen. Il y en a, mais il rentre vachement bien dans la fluidité de l'action, quoi. Ça appuie sur des moments spécifiques et c'est pas un gimmick. Voilà, on sort du gimmick là et c'est vraiment utilisé à bon escient. Mais on reste malgré tout dans la Snyder Touch. Hein. Ah oui. C'est le ralenti. Son style est là. Hein. Tu peux pas nier que c'est pas un film de Snyder. Parce que là, concrètement, ce que j'aime bien moi avec Snyder, c'est quand il fait les ralentis, mais derrière ça reprend vite, c'est péchu, il sait poser les temps en fait. À chaque moment, ça va pas être du Dragon Ball Evolution, mais voilà. Non, par contre, il y a juste quelques petits moments où ça m'a paru un petit peu too much. C'est les scènes musicales. Tu sais, où t'as une chanson derrière. Ah, que tu veux dire avec... il y en a eu beaucoup, mais t'en as une avec Aquaman, avec Flash. De toute façon, je crois que chaque perso en a une, donc. Mais j'avoue qu'il y a un moment, t'avais l'impression que les chansons étaient mal choisies, ou alors que ça collait pas du tout avec ce qui se passait à l'écran, quoi. Ouais, j'ai même pas fait gaffe, ça m'a pas choqué. C'est pas gênant plus que ça. Hein, Après, en parlant de Flash, parce que tu m'as truc, c'est que moi ce que j'ai aimé également, c'est la cohérence avec les pouvoirs de chacun. Dans la mesure où Flash, si vous avez remarqué, ne touche quasiment personne à part les paradémons. Ouais. Il ne touche personne, mais genre on verra jamais le prendre en mode super vite et tout ça. C'est que si t'as remarqué, Iris, comme il l'assaut, c'est qu'il prend tout son temps. Parce qu'il sait très bien que s'il la touche, il va l'éclater. Et c'est ça que je trouve, c'est qu'au moment où, par exemple, la scène, quand ils vont sauver tout le monde dans le souterrain, quand les choses tombent du ciel, au lieu de prendre tout le monde, ils préfèrent détruire les gravats, et ce qui donne une super scène. Tu sais, on dirait avec un fouillage, on voit Flash courir avec l'ombre, plutôt que de déplacer tout le monde. Et je trouve que ça, c'est sympa. C'est une bonne touche. Par contre, il y a un truc que je me demande, c'est... Quand Superman prend Lois Lane pour aller dans la ferme, comment se fait qu'elle n'est pas désintégrée Parce que j'avoue que le mec il part en 2-2. Hein, ah mais suspension d'incrédulité, parce que même à la hauteur où il va en volant, elle peut même plus respirer la pauvre. Mais bon, si on s'arrête à ça, on regarde plus de films les gars. Non mais attends, on parle quand même de mecs qui mettent des slips par-dessus leurs pantalons et qui volent avec une cape quoi. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bah, j'espère qu'il y aura un 2. Non, je rigole. Non, mais moi je dis juste vraiment les gens matez-le quoi. Même si vous n'êtes pas fan de Snyder, que vous avez vraiment détesté la version de Whedon, tentez. C'est clair. Au pire, ça vous coûte que 4 heures. Comment vous avez le temps. Et franchement, ne téléchargez pas, achetez-le franchement. Je sais que dès qu'il va sortir en DVD, je vais l'acheter. Ça c'est clair. Je suis d'accord. Hein. Le film a vraiment mérité son director's cut. Hein. Y a aucun problème avec ça. Matez-le, n'hésitez pas. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je vais faire un petit bémol quand même. Rakuten, écoute-moi, Jean-Michel Rakuten, j'ai un message pour toi. Où tu permets, toi, le film, de le vendre 14,50 €.
Tout le monde le vend à 13,99€. Tu le fais à 14,50€. Oh, 50 centimes de plus, mon gars. Ça fait 2 canettes de coca à Carrefour. Tu fais quoi, là? Oh. C'est la crise. Oh. C'est la crise, mec. C'est le seul à faire ça. Donc, prenez-le partout, prenez-le sur Amazon Prime Video. Il est disponible aussi sur Canal VOD, sur la VOD de SFR et compagnie, donc partout, sauf chez Rakuten. Voilà. Et voilà. Non, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup de le voir. La première étape est terminée, c'est-à-dire que les fans ont fait le taf. Avec le hashtag Release the Snyder Cut, hein, comme le disait une autre vidéo que j'ai pu voir et que je suis tout à fait d'accord avec eux. Maintenant, le plus dur reste à venir, les gars. Maintenant, c'est Release the Snyder Universe. Ok, voilà. Cette fois-ci, ce hashtag-là, il faut aussi le lancer. Le film a un très gros succès, c'est-à-dire que en termes d'achat, là, il est en train de tout faire péter. Je pense qu'à lui tout seul, il est capable de sauver HBO Max, pour qui c'était très très mal barré. Mais là maintenant, faut continuer, faut pas lâcher pour avoir les suites qu'on mérite à ce film-là, surtout avec toutes les questions qu'il laisse en suspens, les formidables images qu'il nous a imprimées dans la rétine. Notamment d'Apocalypse, de Darkseid, de ce futur apocalyptique. Moi, j'ai envie de voir tout ça. Parce que sinon, cet épilogue, elle aura vraiment servi à rien et elle m'a énervé. Donc, voilà. On veut voir du Neo Genesis, on veut voir de la Justice League, on veut voir des Atlantes qui sont connus de tout le monde, on veut voir des Amazones qui rentrent dans l'ONU, on veut voir vraiment un univers. On veut voir des Green Lantern. On veut voir des Green Lantern. J'espère que vous les avez vus dans ces visions apocalyptiques. Hein. C'est ce petit teaser de voir notre pauvre ami, comment il s'appelle celui-là, on le voit qui est mort là. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Voilà, et comme ça il y a des mots qui nous échappent. Voilà, donc bon, maintenant nous n'avons plus rien à nous dire, hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Nono et Jérémy d'être venus faire cette vidéo qui devait durer une trentaine de minutes, mais ça va être bien plus long que ça. Ça a été un véritable plaisir, je trouve que vous avez été très pertinents. Donc cette vidéo après montage sera disponible sur ma page. Donc Zuzman TV, je sais pas pourquoi je dis que vous la verrez, c'est quand j'ai l'impression qu'on est en live, mais on n'est pas en live en vérité. Donc cette vidéo est aussi disponible sur la chaîne de Broen Geek. Hein, donc abonnez-vous à leur chaîne, hein, ils le méritent bien. Hein. Ils sont cool, hein, j'espère qu'on refera des vidéos. D'ailleurs, on en parlera ensemble, mais j'ai des petits projets sur d'autres films qui vont arriver à l'achat d'ici la fin du mois, voire courant avril, grâce à HBO. J'ai pensé notamment à Kong vs Godzilla, qui devrait être disponible dans les mêmes conditions. Et aussi, je pense qu'on se fera un retour une fois que la diffusion sera terminée de Falcon and the Winter Soldier. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-nous ce dont vous aimeriez entendre parler en termes de films, de super-héros ou pas, hein, d'ailleurs, hein, pas de problème. Hein. Voilà. Donc, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour voir la vidéo dès qu'elle sort. Et lâchez des commentaires, on en a besoin, ça nous permet de progresser, ça nous permet de faire de meilleures vidéos. N'hésitez pas à critiquer, on est gentil. La seule chose que je fais, moi, c'est que quand un commentaire me plaît pas, je le supprime, c'est tout. Voilà, je fais juste ça, point. Ah, je déconne, c'est pas vrai. Voilà. Vous voulez m'en mettre plein la gueule, vous m'en mettez plein la gueule. Mais voilà, hein. Mais essayez plutôt de leur en mettre plein la gueule à eux, parce que bon, je bosse dur quand même. Voilà. Soyez constructifs, c'est tout. Voilà. Voilà, donc merci Nono, merci Jérémy. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao les potes.